Bonjour, je m'appelle Thomas Brunel. Avec mes camarades, nous allons vous présenter notre travail durant le projet climat réalisé avec EVESA et l'UIVP, où EVESA nous a demandé de réfléchir à une manière d'utiliser son réseau et ses installations afin d'avoir un impact positif sur le climat, qui est un point important dans le marché à performance énergétique contracté avec la mairie de Paris. Nous avons pu constater lors de notre étude que le réchauffement climatique et l'urbanisation dense de la capitale mènent à des phénomènes localisés, d'îlots de chaleur urbains, qui sont une plaie pour les habitants, les usagers de l'espace public. Ainsi, nous nous sommes demandé s'il était possible d'utiliser, et alors comment, le réseau d'éclairage public parisien géré par l'entreprise EVESA pour détecter et alléger la température dans les îlots de chaleur à Paris, sans consommation excessive d'énergie ou de ressources. Bonjour, moi c'est Bursula Arras. Je vais commencer par vous présenter l'état de l'art sur les îlots de chaleur urbains. Alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre le phénomène et le contexte. Le réchauffement climatique est un problème actuel pour lequel des solutions sont récemment recherchées depuis des années. C'est un phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives. Et donc, l'une des conséquences serait justement les îlots de chaleur urbains. Il s'agit en effet d'élévation de températures diurnes et nocturnes en milieu urbain par rapport aux zones rurales. Et c'est pourquoi on parle de bulles de chaleur sur la ville. C'est un problème important pour les villes puisque ça concerne plus de 80% de la population en zone urbaine. Pour trouver des solutions pertinentes au problème, il est indispensable de comprendre les causes du phénomène. Et ici, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, le moment dans la journée a une influence puisque les îlots de chaleur sont principalement observés la nuit. Le réchauffement naturel de la Terre par le Soleil est accru par divers facteurs comme les propriétés thermophysiques des matériaux utilisés pour la construction des bâtiments, des voiries et d'autres infrastructures, comme l'inertie thermique qui est beaucoup plus importante en ville qu'en milieu rural, et l'albédo qui est 15 à 30% plus faible en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc ces différents matériaux urbains vont emmagasiner la chaleur et l'énergie dans la journée qui seront ensuite transmises la nuit. C'est pourquoi on parle de bulles de chaleur sur la ville, principalement observée la nuit. On a aussi l'occupation du sol qui peut avoir un impact sur la température au sein d'une même ville. La végétation a un impact sur les températures, créant tout d'abord des zones d'ombre et aussi par évapotranspiration, c'est-à-dire la transpiration des végétaux. Avec également les phénomènes naturels comme le vent ou la pluie qui vont de façon naturelle rafraîchir le milieu. La morphologie urbaine, avec la chaleur dégagée par les transports et les hommes et le nombre important de constructions, notamment d'immeubles assez proches, a également une influence importante, avec plus de surfaces sur lesquelles l'énergie est stockée et plus d'obstacles à la circulation de l'air. euh, on impacte considérablement les variations de température. Et enfin, les activités humaines ont une influence considérable sur le dégagement de chaleur et donc l'augmentation des températures. Les îlots de chaleur urbains ont plusieurs conséquences à plusieurs échelles. Tout d'abord, on parle d'inconfort thermique pour le corps humain, puisque ça influence le quotidien, mais également des conséquences sur la santé humaine, notamment pour les personnes âgées. Lors des périodes de canicule, le nombre de décès augmente considérablement. De plus, l'augmentation des températures de naissance a des transformations météorologiques qui impactent le climat, puisque le cycle de l'eau est directement impacté par les îlots de chaleur urbains. Les conséquences sur l'environnement ne sont pas négligeables, notamment sur le vent, en donnant naissance à des vents de zone froide vers zone chaude, mais également sur la végétation et la qualité de l'air, puisque les températures impactent directement la santé des plantes. Dans un deuxième temps, on est amené à chercher les solutions qui existent déjà pour lutter activement et passivement contre les îlots de chaleur. De façon générale, la brumisation, l'humidification, la végétalisation, le traitement des façades, des toitures, etc. existent déjà et sont étudiés et appliqués. Le plan climat de Paris oblige la ville à mettre en place des engagements pris lors de la COP21, en notamment proposant de verdir et rafraîchir la ville en constituant des zones forestières et des zones d'eau. Aux États-Unis, on parle de Call Street et Call Roof qui consiste à modifier l'albédo des rangs en changeant les revêtements. À Tokyo et à Lyon, on observe des arrosages réguliers des sols. Au Japon, encore une fois, on utilise les brumisateurs qui sont notamment installés dans les gares. Et dans d'autres villes comme à Montréal ou Lausanne, on va adopter la végétalisation. Je suis Jean-Marc Ndachal et je vais introduire la deuxième partie de notre présentation qui concerne les solutions possibles pour notre projet.
Mais dans un premier temps, je voulais préciser qu'utiliser l'éclairage public pour lutter contre les îlots de chaleur n'est pas farfelu. En effet, de nombreuses entreprises spécialisées dans l'éclairage urbain proposent déjà d'intégrer de nouvelles technologies aux éclairages. Ici, vous avez l'exemple de la start-up TVI Light implantée aux Pays-Bas et qui propose en plus de l'éclairage dans un réverbère des systèmes de sécurité, des capteurs d'environnement ou des réponses d'urgence par exemple. Une seconde approche du rafraîchissement pour lutter contre les îlots de chaleur serait l'emploi de brumisateurs intégrés aux lampadaires. Cette solution, afin d'être viable à long terme et à grande échelle, a toutefois besoin d'être optimisée. À long terme, car l'humidification de l'air ambiant a tendance à réguler notre propre biomécanisme de rafraîchissement, qui est la transpiration. On aurait alors le sentiment d'avoir toujours chaud. À grande échelle, la solution demanderait des moyens en eau conséquents. En effet, la consommation moyenne d'un brumisateur peut aller de 30 centilitres par minute pour les brumisateurs à basse pression et monter jusqu'à 5 litres par minute de débit d'eau pour les brumisateurs à haute pression. Outre le problème de l'alimentation, il est nécessaire également de composer lors des périodes de canicule avec le développement potentiel de souches bactériologiques. En effet, lors de ces périodes, les eaux froides deviennent des oasis pour ces bactéries. Ces dernières pouvant abriter des souches bactériologiques telles que la pneumophila. Une maladie respiratoire. Raccorder l'alimentation aux eaux de la ville de Paris permet alors d'éviter les problèmes de contrôle de l'eau et de température. Enfin, raccorder l'alimentation électrique au réseau mèche de la ville de Paris permet également de diminuer le coût de travaux et d'installation de ces brumisateurs. Une autre solution souvent évoquée pour rafraîchir les îlots de chaleur est la végétalisation. Qu'il s'agisse de végétaliser des sols ou des façades, il est nécessaire d'avoir un déploiement maîtrisé, car toute modification d'une zone aura un potentiel impact sur son usage. Par exemple, à Lyon, un projet de végétalisation a été mis en échec, à cause d'un mauvais déploiement. La disposition de bacs à fleurs sur les voies de bus, vélos et stationnement a créé de nouveaux espaces favorisant le stationnement illégal. On a pu voir alors les conducteurs trouver de nouvelles places de stationnement sur les passages piétons. En ce qui concerne la végétalisation des façades, elle améliore l'inertie thermique des structures, rafraîchit et purifie l'air environnant et sert à la rétention d'eau de pluie. Néanmoins, cette solution est à prendre avec précaution. Il est nécessaire de maîtriser ses principaux défauts, tels que les insertions de plantes dans la maçonnerie, la toxicité de certaines ou bien encore leur caractère invasif. Il est également nécessaire de prendre en compte le coût financier de la végétalisation d'une zone, en dehors de son entretien et des problèmes cités précédemment, à savoir par exemple pour un mur végétal, le coût peut aller de 250 jusqu'à 2000 € du mètre carré. Il faut savoir qu'un îlot de chaleur urbain a une taille variable, pouvant aller d'une rue à un quartier, voire plus, en fonction des activités humaines et des conditions atmosphériques. Il faut donc pouvoir les localiser assez précisément pour lutter dans ces quartiers et ne pas gaspiller de ressources à traiter des zones qui ne nécessitent pas de traitement. Nous allons donc utiliser dans notre projet des données pour agir. Nous allons recueillir des données dans la rue via des usagers ou des capteurs positionnés sur des candélabres et reliés au réseau mèche d'EVESA. Et via la politique d'Open Data de Paris, nous allons utiliser ces données pour agir en mettant en œuvre les solutions vues précédemment ou d'autres. L'Open Data à Paris est une source riche de données que nous pouvons exploiter dans notre projet. Ici, l'exemple de la cartographie des commerçants qui proposaient des livraisons à domicile pendant le confinement montre la réactivité de cette technologie. Le crowdsourcing est une technologie visant à recueillir des données diverses via le smartphone de l'usager.
Il y a deux types de crowdsourcing. Tout d'abord, l'opportuniste, qui utilise les capteurs du smartphone, souvent à l'insu de l'usager, et le crowdsourcing participatif, où l'usager va lui-même envoyer des informations qu'il veut. Par exemple, l'application Dans ma rue de la mairie de Paris, qui permet de donner les problèmes qu'il y a dans sa rue directement à la mairie de Paris, comme un lampadaire qui ne fonctionne plus ou une décharge sauvage. C'est une technologie adaptée à la densité de la ville, comme on peut voir en bas à droite les résultats de l'étude City Noise à New York, basée sur le crowdsourcing quasiment, qui a permis de mener une étude uniquement avec les usagers. Dans notre projet, on pourrait demander aux usagers de noter leur confort thermique. Et cette donnée est extrêmement intéressante car si on détecte une température élevée mais que ça ne gêne personne, alors il n'y a pas besoin d'agir, puisqu'on gâcherait des ressources à vouloir refroidir un quartier qui ne dérange personne. Le crowdsourcing peut également se faire sous forme physique, comme avec l'image en haut à droite, avec les bornes de satisfaction dans les services pour juger de la fidélité, et cela pourrait être applicable dans certains quartiers de Paris. Cependant, cette technologie n'est pas suffisante à notre projet, car le ressenti thermique est propre à chacun, et l'îlot de chaleur est un phénomène temporel. Pour avoir des données intéressantes avec le crowdsourcing, nous devrions avoir les mêmes personnes qui restent pendant plusieurs heures, voire dizaines d'heures au même endroit, pour noter toujours leur confort thermique, sinon ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous allons utiliser d'autres solutions comme des capteurs connectés. Pour recueillir de nouvelles données, nous allons utiliser le réseau d'éclairage public parisien, géré par l'entreprise IVESA. L'éclairage public parisien est ubiquitaire dans le sens où il est présent partout sur le territoire parisien. Intramuros, il est parfaitement entretenu et fonctionne de manière permanente sans interruption. Il peut alors être intéressant d'exploiter la complexité et les fonctionnalités de ces équipements pour d'autres utilisations comme intégrer des capteurs connectés. Dans le cadre de notre étude, nous voulons déterminer la température ressentie ou le confort thermique. Il existe plusieurs techniques pour le déterminer pour les températures chaudes. La plus précise est la température au globe mouillé, qui est utilisée dans les camps militaires des pays chauds. Elle prend en compte le rayonnement, mais est très dure à mettre en place car les capteurs sont très précis et sensibles. Nous utiliserons donc un indice un peu moins précis, mais tout aussi efficace pour le milieu urbain, l'indice de chaleur. Nous avons besoin pour ça de la température et de l'humidité relative. Après avoir cherché de nombreux capteurs, nous avons découvert la startup IoTense qui équipe déjà Valence en capteurs, que ce soit de stationnement, de bruit, mais ce qui nous intéresse, de température ambiante et d'humidité relative. Après avoir contacté cette startup, nous avons découvert et appris qu'un capteur par candélabre suffirait pour avoir soit des températures ponctuelles, soit moyenner à différentes échelles les températures pour avoir une cartographie plus ou moins précise de l'indice thermique et ainsi trouver les îlots de chaleur en évitant les valeurs aberrantes. Également, il faut savoir un capteur mesure environ 10 cm, donc parfait pour les candélabres, et coûte environ 20 € selon le nombre déployé et l'offre. Avec ces capteurs, nous sommes donc en mesure de cartographier l'indice de chaleur et donc de déterminer l'emplacement des îlots de chaleur urbains. Nous n'utiliserons pas de capteur de rayonnement car l'ombre à Paris a déjà été l'objet d'une étude et est calculable. Également pour les anémomètres, car nous avons dit que la vitesse du vent avait une incidence sur la durée de vie de l'îlot de chaleur, sont importants. Cependant, dû à leur précision, un anémomètre par rue ou par croisement est amplement suffisant. Le projet vise à influencer différents acteurs. Le premier acteur est les collectivités qui peuvent mener une politique locale, comme aménager l'espace par exemple. Le second acteur est les acteurs économiques qui peuvent proposer de nouveaux services en adéquation avec notre problématique, comme par exemple diminuer l'utilisation des climatisations dans les îlots de chaleur. Mais pour cela, il leur faut un intérêt économique via des subventions ou des possibilités de marché. Le troisième acteur est la population qui doit être sensibilisée. Mais le comportement de cet acteur est très aléatoire. Le quatrième acteur est le législateur. Et nous voyons qu'à ce niveau-là, de nombreuses avancées ont été faites, notamment grâce aux zones d'aménagement concertées et l'instauration des vignettes critères, par exemple.
Pour concrétiser le projet, nous avons voulu imaginer un déploiement dans une zone pilote de Paris. Il s'agit du quartier des Halles à Paris. Nous avons choisi ce quartier car il s'agit d'un quartier très actif avec de nombreux passages. Une morphologie intéressante selon Erwan Cordo, spécialiste air, énergie, climat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, car d'un côté, on a le parvis de Beaubourg bien dégagé, où la température baisse assez vite, et de l'autre, le Marais avec les rues étroites qui emprisonnent la chaleur. Dans cette zone, nous avons décidé d'intervenir sur le trafic routier. Chose possible car, comme vous pouvez le constater sur la cartographie, le trafic routier est dense que pour quelques axes. Il y a donc deux orientations possibles. Soit interdire l'accès aux îlots de chaleur aux véhicules, soit envoyer aux applications GPS des itinéraires appropriés. La première option nécessite un cadre légal. La deuxième option peut inciter les usagers peu réceptifs à notre problématique à profiter de la désertion des axes pour les emprunter. Nous pouvons également intervenir sur les itinéraires cyclables. En effet, contrairement à la diapositive précédente, on constate que dans notre zone, il y a beaucoup de pistes cyclables. Nous pouvons donc proposer aux cyclistes des itinéraires bis plus agréables. Il faut cependant veiller à ne pas saturer les axes en incitant trop de cyclistes à emprunter la même voie. C'est pour cela que nous avons intégré aussi des capteurs de comptage et de présence. Notre projet visait également à orienter la ville de Paris pour des changements urbains qui limiteraient l'apparition des îlots de chaleur urbains. En effet, notre projet s'inscrit dans une grande précision dans les données recueillies et proposerait donc des actions ponctuelles et précises. De plus, notre projet permettrait un suivi d'exploitation au fil des années des solutions pour estimer l'impact de celles-ci. Notre solution principale et la principale orientation que nous voulons donner à la ville de Paris tourne autour de la végétalisation, principalement la végétalisation des candélabres. En effet, grâce à notre projet, nous pourrions voir au fil des années l'impact de cette solution et la répandre plus loin. De plus, notre projet pourrait être une assistance à une future campagne de végétalisation de la ville de Paris qui coïnciderait avec les engagements pris dans le plan climat. Le réchauffement climatique a augmenté la fréquence et l'amplitude des îlots de chaleur urbains, et les villes cherchent à y remédier, comme le montre le plan climat de la ville de Paris. De nombreuses solutions existent déjà, mais elles ne sont pas forcément adaptées à cette ville. Notre projet consiste donc en une utilisation pertinente de données recueillies dans les zones touchées, grâce au réseau et les installations d'EVESA. Ces données recueillies pourraient orienter les comportements des utilisateurs via la politique d'open data et pourraient servir à orienter précisément les aménagements urbains de la mairie de Paris. Notre projet s'inscrit également dans le temps par le suivi des solutions proposées au fil des années. Ce suivi permettrait de répandre au mieux les solutions qui marchent le mieux dans le milieu urbain. Merci de votre attention.